Bonsoir tout le monde. Je salue les personnes que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. J'étais devant la porte. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Et pas assez nombreux parce que c'est une réunion importante. Ce n'est pas une réunion électorale, je tiens à le préciser. C'est une réunion d'information sur un sujet qui nous intéresse, qui est dans le tiroir depuis de nombreuses années, qui est attendu. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu et j'aurai l'occasion d'en reparler parce que quand je rencontre des personnes qui habitent au Puy-de-Dôme, des amis ou pas des amis, tout le monde me dit ce pont, c'est toujours un problème, on ne peut pas se croiser, c'est dangereux, etc., etc. On a l'impression que c'est une coupure par rapport à la ville et au Puy-de-Dôme et il était temps qu'on le refasse. Donc c'est un sujet, c'est un projet que nous avions au programme d'ailleurs, voilà, qui a mis du temps à arriver à maturation parce que les services de l'État, parce qu'il faut passer tout un tas d'étapes, surtout si on est dans des ouvrages d'art qui enjambent une rivière, donc ça demande tout un tas d'autorisation pour qu'on puisse faire ce projet. Voilà. Donc, je vais leur passer la parole. L'idée, c'est qu'on vous présente le projet avec le calendrier d'exécution et toutes les personnes qui sont là vont se présenter et auront l'occasion d'intervenir et de répondre à vos questions. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser les questions que vous souhaitez par rapport à ce pont. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Vial, le directeur des services techniques. Monsieur le maire m'a donné cette mission, en tout cas techniquement, de monter le projet, que j'ai monté en lien avec un maître d'œuvre sédois que Mathieu représente aujourd'hui, avec une entreprise finalement qu'on a sélectionnée à l'issue d'une phase de consultation d'entreprise qui est Bouygues Travaux Publics. On a Pierre-Emmanuel qui est là en tant qu'ingénieur travaux pour représenter Bouygues Travaux Publics. Et les partenaires, évidemment, toujours associés à nos travaux, en l'occurrence Loïc Bession pour le compte de la CCA CVI. Loïc particulièrement pour répondre à toute autre question relative à des problématiques d'eau sur le pont dans la phase question après l'énoncé. Monsieur Brosse du CEREG pour la partie écologie. Environnemental, également présent pour répondre à vos questions à l'issue de la présentation. Présentation du pont du Puy-de-Dôme. J'ai toujours cette page dans mes présentations qui consiste à rappeler que Banous, c'est une ville d'art et d'artistes, et que ce pont également a fait l'objet d'une approche architecturale particulière. Voilà, on ne fait pas un ouvrage sommaire pour faire de l'infrastructure, on a également travaillé l'architecture. Sommairement, la présentation va passer par la présentation du contexte de cette note de présentation, l'état des lieux, enjeux et programme des travaux, présentation des aménagements projetés, pour terminer par la phase d'exécution des travaux. Le contexte de la note de présentation, sommairement c'est vous traduire les enjeux, qu'est-ce qui nous a amené à traduire les enjeux et qui eux-mêmes définissent des orientations pour cet aménagement. État des lieux, sur l'état des lieux, la situation du pont, pour commencer, le localiser, beaucoup savent où il est. Au niveau de la ville, on est à cet endroit. Si on fait un petit zoom, on aperçoit le pont ici, donc, qui est à proximité d'un pont SNCF, également de la zone de notre potence agricole, à proximité immédiate du pump track et du City Stade, pour ceux qui ne savaient pas encore où précisément il se situait. État des lieux, on va dire, aparté historique, moi je ne l'ai pas connu, je pense qu'assez peu de monde l'a connu. Il y avait un pont originel en lieu et place, qui était un pont maçonné en pierre, en voûte, dont l'une des voûtes se situait en fait en plein cours d'eau. Pont qui a été emporté autour de l'année 1913 par une inondation, et donc qui a valu qu'on fasse l'actuel pont de technologie poutre-Pratt. Donc c'est des poutres en treillis. C'était le même pont qui avait été réalisé à l'époque sur le front de mer. Peut-être certains l'ont connu, la même technologie. En tout cas là on a une photo de ce pont avec une inondation en cours à l'époque. Pour dire qu'également ce nouveau pont devra relever des enjeux hydrauliques évidents. Donc ça c'est pour la partie, on va dire, hop, excusez-moi. Oui, il y avait. C'est pour la partie historique. Continuons l'état des lieux pour
vous expliquer l'état structurel actuel du pont, qui nous a valu de nous interroger quand même sur le fait et la nécessité de devoir le remplacer. Sans rentrer dans les détails, en termes d'évaluation, ce qu'on appelle une cotation IQOA, ça veut dire Imagerie Qualité Ouvrage d'Art, qui a été réalisée par CELOA, du coup. On est sur l'avant-dernière note en matière de dégradation d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on est en classe 3, sachant que quand on bascule en classe 3E, on est sur une quasi-fermeture de pont. Hein. Donc là, on est à l'étape de détérioration d'ouvrage avant sa fermeture. Quelques photos illustratives, on voit des aciers apparents en sous-phase de tablier, des morceaux de béton au niveau des poutres treillis qui sont au gré du temps tombés, qu'on a quand même réparé, mais on voit bien que c'est un ouvrage aujourd'hui qui est très largement détérioré et dont l'enjeu de le reconstruire est très présent. Dans l'état du lieu, contrainte d'exploitation, cette photo à gauche, elle est assez parlante. On a un panneau déjà d'imitation de gabarit en tonnage à 7,5 tonnes. C'est une contrainte d'exploitation énorme, ne serait-ce que pour la CCASCVI au niveau de la collecte des déchets. Ils ne doivent pas utiliser des reapers, des engins de collecte de déchets de petite taille. Ça a un impact énorme sur la sécurité incendie vis-à-vis du transport des équipes de pompiers quand ils ont des camions chargés d'eau. Ils ne peuvent pas, en principe, franchir ce pont. Et donc ce qui génère des conséquences importantes parce que les pompiers doivent faire le tour, en principe, pour remonter par Espoir-Rabos pour intervenir le plus rapidement possible sur ce pan d'espace naturel. Donc c'est pour vous montrer que c'est un point névralgique en matière d'intervention des pompiers. Ensuite, évidemment, on voit ce panneau d'alternat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas se croiser à deux véhicules sur le pont. Donc, en période de saison particulièrement, on assiste souvent à des conflits d'usage parce que les gens ne respectent pas forcément le sens de priorité. Et d'autre part, les poutres en treillis qu'on voit sur les côtés, c'est une gêne en termes de visibilité. Donc parfois, on ne voit même pas si quelqu'un est sur le pont, etc. Donc, bon, au moins cette première partie est à lieu pour cibler les différentes problématiques, qu'elles soient structurelles ou d'usage, et en tout cas qui nous ont conduit à réellement repenser ce pont. Repenser ce pont, ça a commencé par la définition d'enjeux et d'un programme de travaux, au stade d'une réflexion interne à la ville, et qui devait nous permettre d'établir un premier cahier des charges en vue de prendre une assistance à maîtrise d'ouvrage qui devra in fine nous permettre de sélectionner une entreprise. Bon, ça c'est dans les grandes lignes la démarche qu'il a fallu suivre, et la première étape est la définition d'un besoin et d'un programme de travaux. Pour ça on s'est dit, bon, quel est notre besoin sur ce pont en vertu des mobilités et usages qu'on voulait en faire. Donc, vous avez 4 images en dessous qui définissent des usages, des types de mobilité sur un trottoir et sur l'autre, et en tout cas qui nous ont permis de tabler sur une largeur de tablier donnée, et en fonction de cette largeur de tablier, d'estimer des coûts relatifs à la reconstruction de ce pont en phase de programmation. Les enjeux, ils sont architecturaux, j'en ai parlé, ils sont de modernisation de nos infrastructures, accessibilité et mobilité. Je veux dire, si on interroge les mobilités sur le pont actuel, on l'a vu sur la photo précédente, c'est une passerelle métallique où aujourd'hui passer en vélo ou croiser des vélos est un peu compliqué. Et en plus, il n'y a qu'un cheminement piéton sur la partie aval, il n'y a pas de cheminement piéton sur la partie amont du tablier. Là, l'idée, ce sera de générer des cheminements de part et d'autre du tablier. Donc en phase de programmation, on était à peu près sur 1 500 000 € TTC, pour 1 250 000 € hors taxe. Donc on a d'abord, en phase de programmation, mis en place une étude de faisabilité qui devait nous permettre de diagnostiquer les premiers éléments, et en nous faisant accompagner d'un bureau d'études. Donc on a commencé en faisabilité à faire des études de géotechnique, à faire des études environnementales préliminaires, un peu d'études foncières, solliciter des acteurs institutionnels au pourtour de l'ouvrage, que ce soit la SNCF, ou encore des acteurs qui ont un parti pris dans la gestion du cours d'eau, la baillieurie en l'occurrence, à savoir la DDTM ou encore l'Adréal. Et sur le volet architectural, on a travaillé très en amont avec l'architecte des bâtiments de France, qui nous a très rapidement donné quelques indications et prescriptions sur le résultat architectural souhaité.
L'objectif de cette étude de faisabilité, c'est pour l'élaboration des consultations visant, on va dire, 1 mètre d'œuvre. Donc c'était une première esquisse en stade de FESAC, que j'avais réalisé moi en 3D à l'époque, qu'on avait communiqué, et qui nous permettait quand même de dessiner un peu cet ouvrage et de voir ce vers quoi on allait. À l'issue de nos consultations, pour nous faire accompagner d'un bureau d'études, on a sélectionné un groupement de maîtres d'œuvre. Donc ces doigts, je ne vous la refais pas, c'est Mathieu. XD Architecture, c'est l'architecte qui nous a suivis, Monsieur Delafont. On a eu Hydrétudes pour étudier l'impact hydraulique. Le CEREG, Monsieur Brosse, que j'ai présenté un peu avant pour la partie écologie, inventaire écologique. Sage, qui était notre géotechnicien, ainsi que Présent, qui est un bureau d'études qui a dessiné les plans techniques de l'ouvrage, le tout pour le coût de l'étude, autour de 250 000 € TTC, dirons-nous. Le groupement de maîtrise d'œuvre, son but, c'est d'élaborer un dossier de consultation des entreprises. On veut cette fois-ci de retenir une entreprise. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet et voir un peu plus clair sur l'ouvrage, voici ce qu'a mis au point notre architecte en lien avec l'architecte des bâtiments de France. Donc on a ici un carnet architectural, on commence à deviner le pont. Je vais vous donner le principe architectural qu'a souhaité Madame Marlot, notre architecte du bâtiment de France, c'est d'avoir un pont du Puy-Delmas qui ne fasse pas conflit en tout cas conflit architectural avec le pont SNCF. En fait, on ne voulait pas deux ouvrages trop typés, en tout cas, ou qui se marchent dessus, si je puis dire. Donc, le pont du Puy-Delmas, qu'on nous a demandé, soit un pont le plus transparent possible. Donc, certes, de qualité, avec des matériaux de qualité, mais visuellement, qui ne soit pas en conflit avec le pont SNCF. Donc ça, c'était la donnée d'entrée. Donc là, on a quelques aperçus sur certains détails du pont. Donc, ça permet de dire quoi? Ça permet de dire, et comme vous pouvez le remarquer, que les culées vont être conservées. Une des volontés de l'architecte des bâtiments de France, c'était de mettre en avant l'aspect patrimonial de ce pont au travers de son ancêtre qui était le pont en pierre maçonnée. Donc on va conserver les culées en pierre maçonnée. Voilà, on nous l'a imposé. Quelque part, au sens de l'environnement, ça évite de faire des travaux de terrassement trop importants et donc de conserver au maximum la baillerie. Donc on va venir sur des culées existantes qui seront renforcées, et c'est ce que vous voyez, les croisillons, en fait, c'est des têtes de clous en fait, qu'on va enfoncer dans la berge pour venir renforcer nos culées. Et pour quelle raison? Simplement, le tablier, lui, va reprendre des charges permanentes et d'exploitation plus importantes. Donc il fallait forcément renforcer les culées. Voilà, c'était un petit point architectural sur les culées. Après, Mathieu nous donnera quelques petits détails, peut-être techniques plus précis sur le tablier en lui-même, poutrelle enrobée. Ici, on aperçoit, mais on verra sur d'autres diapos, qu'en réalité, nos cheminements de piétons, ils sont un peu sur le même principe que ceux qu'on a actuellement en encorbellement sur le tablier en béton. C'est-à-dire c'est des passerelles métalliques qui sont en encorbellement sur le pont des deux côtés du pont, par contre, cette fois-ci. Avec sur ce pont un cheminement dédié aux piétons d'à peu près 1,50 m, et sur l'autre rive un cheminement dédié aux vélos et aux piétons de 2,50 m. Voilà. Donc là typiquement on voit la partie mobilité active, piéton cycle, et puis de l'autre côté un cheminement réservé cette fois-ci aux piétons. Ces différentes vues nous permettant de nous rendre compte un peu de l'insertion paysagère de ce pont. Les garde-corps, ils seront traités en acier autopatinable, filet inox. Elle est là la volonté que l'ensemble soit transparent. C'est pas un garde-corps barodé, c'est un garde-corps avec un filet inox, avec des matériaux de qualité et également facile d'entretien, au sens que c'est de l'acier autopatinable. Les revêtements, ce seront des résines réalisées sur les passerelles métalliques. Le tablier, lui, sera tout à fait courant en béton structurellement et surfacé en enrobé. Là, quelques visuels, on reconnaît la fontaine aux fées. Il y avait une velléité architecturale qui consistait évidemment à ne pas toucher à la fontaine aux fées, à la mettre en valeur et à conserver l'arbre. On a un arbre à proximité immédiate du tablier, donc il sera intégré dans une espèce de belvédère, de balcon, avec un traitement particulier en pied.
de ce Micou-Poulier. Là, on est sur des plans un peu plus techniques. On va peut-être pas vous asséner de termes techniques. Hein. Je pense que le carnet parlait en lui-même. En tout cas, ça permet de dézoomer. On a une vue en plan, on a le pont SNCF ici, on a le pont du Puy-Delmas. On va reprendre de manière assez invasive le trottoir ici, en lui ajoutant le même garde-corps qu'il y aura sur le pont, pour qu'on ait l'impression de quelque chose de pleinement, en tout cas complètement inséré. Donc ici, on a notre trottoir piéton. Là, on a notre trottoir mode mixte, on va dire, mais plutôt dédié au mode actif. Et qui vient en fait récupérer les gens qui seraient en vélo, qui viennent d'Espoir Aragos, ou ceux qui veulent aller sur Espoir Aragos. Voilà, donc on aurait une espèce de chaînage avec Espoir Aragos par ce pont, et puis là on pourra récupérer la route qui est même logotée pour les modes actifs. Il y a un marquage vélo sur cette route. Voilà. Là, on a quelques profils en travers, donc juste pour revenir, donc on a un trottoir pour les piétons d'1,50 m et un trottoir pour les modes actifs de 2,50 m. On a un tablier avec 2 voies de circulation, fini l'alternat, d'à peu près 6 mètres, enfin même pas à peu près, précisément 6 mètres de large. Voilà. Là, on a un profil en long de l'ouvrage. Ici, on est côté Puy-Delmas, là, on est côté Bagnoux. Voilà, donc on aperçoit la structure du tablier, en tout cas sur cette coupe en poutrelle enrobée. Voilà. D'ailleurs, tiens Mathieu, le moment est venu, si tu veux bien venir pour parler du planning. Alors, dans le déroulé du projet, en tout cas, je vous ai donc parlé de l'étude de faisabilité, je vous ai parlé de la mise au point de la mission de témoin, qui nous a permis d'échafauder un dossier de consultation d'entreprise qui a été mis en publicité, et auquel Bouygues Travaux Publics, qui est une belle entreprise, parmi tant d'autres j'ai envie de dire, mais qui est quand même une entreprise phare, a présenté un intérêt pour le projet, a répondu avec d'autres, et voilà, a été retenu pour un coût donc au stade exécutif de 1 489 000 € TTC, pour un délai prévisionnel de réalisation de novembre 2025 à peu près juin 2026. Mathieu va rentrer un peu dans les détails sur le planning. Bon, bonjour à tous, donc Mathieu Maury pour CEDOA. Donc effectivement, comme l'a dit Guillaume, les travaux vont démarrer donc en démarrage sur début novembre pour un achèvement qui est prévu au mois de juin 2026. Donc on va avoir une première phase de travaux d'ici fin d'année relativement conséquente, qui va consister à dévoyer les réseaux existants qui sont supportés par le pont, puisqu'à peu près tous les concessionnaires de réseau sont présents sur l'ouvrage. Donc c'est une phase relativement complexe, donc qui va se faire en plusieurs étapes. Et donc dans un premier temps, on va venir dans cette phase préparatoire poser une passerelle provisoire qui permettra de maintenir la circulation piétonne. Voilà, et qui supportera également les réseaux pendant la phase provisoire. Une fois que cette phase sera terminée, donc d'ici fin d'année, on viendra démolir l'ouvrage existant. Donc c'est la petite phase que vous voyez début janvier, là sur grosso modo 2 semaines. Donc démolition de l'ouvrage existant. En suivant, on viendra donc reconstruire l'ouvrage sur une phase de 2 mois et demi environ. Donc comme a dit Guillaume, on est sur une structure de type poutrelle enrobée. Donc c'est une structure qui présente l'intérêt de ne pas venir étayer dans le cours d'eau, et qui présente une bonne transparence hydraulique qui permet d'avoir un tablier relativement élancé. En suivant, on aura une phase d'aménagement qui va consister à réaliser les encorbellements de part et d'autre de l'ouvrage qui supporteront les trottoirs et les réseaux. Et donc en parallèle, une dernière phase qui va démarrer sur les aménagements connexes, tout ce qui est travaux d'aménagement sur les abords de l'ouvrage, trottoirs, reprise des garde-corps. Voilà. Donc pour une fin de travaux à début juin. Sur la passerelle provisoire, après Pierre-Emmanuel, tu vas pouvoir nous rejoindre pour parler du desk. On la devine là on la devine dans le plan d'installation de chantier.
La passerelle provisoire se situe ici, hein, donc elle est entre le pont et le pont du Pigamas et le pont SNCF. Voilà, et donc, comme vient de le dire Mathieu, elle permettra de dévoyer les réseaux. Donc, on a la CCACVI encore pas mal de travail, parce qu'ils ont le réseau, ils ont un réseau d'eau usée, mais je ne crois pas qu'ils soient concernés. Si, par le relevage. Il y a l'adduction également, un petit peu d'éclairage public, je crois. Voilà, toujours est-il que vous aurez une passerelle pour pouvoir traverser. On ne sera pas obligé à pied de faire le tour ou de traverser la rivière. Je te laisse te présenter ton plan. Je ne sais pas, j'ai jamais parlé avec un micro. Donc la passerelle provisoire qu'on va monter début du mois de décembre, c'est une passerelle qu'on réutilise dans notre chantier, qui fera une largeur de passage de quasiment 2 mètres, donc, ce qui permettra aux cycles, etc., de passer facilement. Pour l'installation du chantier, vous le voyez sur la zone qui est en haut à gauche, en rouge, c'est la zone qui est le long du pump track, sur laquelle on viendra poser nos installations de chantier. Tu peux passer la diapo suivante. Alors, je pense qu'on la voit. Alors, important à dire, c'est que les cheminements piétons, ils seront bien conservés pour accéder au pump track et aux Citistas, donc tout ça sera barriéré, protégé. On aura une deuxième installation de chantier qui permettra à Bouygues Travaux Publics de stocker des matériaux à cet endroit, permettant quand même de laisser disponible le parking plage centrale, même s'il n'est pas non plus hyper fréquenté, de novembre, on va dire, à avril-mai. Voilà, on essaye d'économiser la ville, en tout cas sur l'étendue des installations de chantier. Autre point très important pour beaucoup, la potence n'est pas dans les installations. Donc ça veut dire que la potence restera accessible pour les vignerons. Merci. Donc là, on le voit en zoomé, justement. L'accès de la potence sera déplacé d'un côté à l'autre de la plateforme, mais elle sera quand même libre de passage. Notez que lors d'une phase très courte d'assemblage de l'ouvrage, j'y reviendrai tout à l'heure sur comment est-ce qu'on assemble l'ouvrage, elle sera fermée, vous serez prévenu en temps et en heure à l'avance. Donc là, vous le voyez, il y a une zone en jaune qui est sous l'ouvrage actuel, qui nous servira de zone d'évolution. Et sur la page d'après, voilà, ici on voit plus zoomé le zone de parking qu'on libère et une zone de stockage temporaire sur le côté de la route. Yes. Donc, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur la desk aussi. Un propos, on va dire, liminaire. Après, Pierre-Emmanuel, il aura plus de précision naturellement. Donc ça, c'est les itinéraires de déviation. Ils ne vont pas être mis en place tous au même moment, mais actionnés en fonction des interventions qu'on fera sur le pont. Évidemment, la déviation la plus embêtante, mais qu'on mettra en œuvre au dernier moment, ou en tout cas dans le dernier des cas, c'est la déviation qui consiste à passer par le CERIS. Voilà. Mais c'est vraiment, elle sera très ponctuelle. Je pense tu me donneras éventuellement la fréquence d'utilisation, mais ça arrivera très rarement, sinon peu. Après, c'est des déviations naturellement en fonction de si on ferme la départementale par le cœur de ville, sachant que tout ce qui est traumatisant en termes de circulation, on souhaite plutôt le faire et on le ferait de nuit, quoi qu'il en soit, pour que ce soit indolore pour tout le monde. Voilà. Merci. Donc on va passer aux phases un peu plus précises. Donc, les travaux qui vont se passer de nuit, ce sont la pose de la passerelle provisoire, la pose des poutrelles dont on parlait tout à l'heure, les poutrelles de l'ouvrage, qui font 25 mètres de long, et la dépose de la passerelle provisoire. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de fermer la route? Il faut imaginer une grue qui fait à peu près 13 mètres de long par 7 mètres de large, qui prend donc toute la largeur de la route, voire plus. Ce sont des travaux faits entre environ 22h et 6h du matin. Et donc là, aucun accès au niveau de l'ouvrage, ni cycle, ni voiture, ni piéton. Bon, dans tous les cas, l'ouvrage sera fermé. Ensuite, si il y a spolié à Beauce, c'est possible. Ici, pardon, cette route-là, on ferme la départementale, mais pas la route du bas. La route d'en bas reste ouverte. Sur cette phase, donc, c'est les travaux de réalisation de la passerelle provisoire. Il faut imaginer
Sur la partie haute et basse de la passerelle, on voit 2 traits rouges en pointillés. Ce sont les zones d'emprise. Donc ici, les piétons seront dévoyés par l'autre partie, et ça nous permettra de faire des terrassements pour faire les appuis de la passerelle. Une fois la passerelle posée, donc début de l'année prochaine, on viendra démolir l'ouvrage. C'est là qu'on ferme complètement le passage sauf aux piétons. Il faut imaginer qu'on a des dalles d'accès à réaliser en amont et à l'aval de l'ouvrage. Donc c'est pour ça que vous voyez en pointillé rouge toujours les fermetures. Donc les 2 routes seront en alternat. Ça veut dire qu'il y aura des feux ou des sens prioritaires à définir avec le département pour pouvoir passer. Et ça sur une durée de plusieurs mois. Ce qui nous permet... Espoir-Rabos reste ouverte. En alternat, mais ouverte. Ce qui nous permettra de réaliser tous les travaux d'ouvrage. Deuxième phase qui est relativement identique, c'est la réalisation des garde-corps. Tous les garde-corps qui sont au long de la départementale sont à remplacer. Donc le balisage légèrement modifié. Ici, encore une légère modification de balisage, mais sans impacter plus que ça la circulation, plus que précédemment. La réalisation du trottoir qui viendra longer la baillerie à droite et à gauche. Et enfin, dernière phase, c'est la plus contraignante, c'est la réalisation des enrobés. Il faut imaginer qu'on va devoir arracher tous les enrobés qui sont dans la zone rouge et les refaire. Je pense que vous voyez tous à quoi ça ressemble un chantier d'enrobés. Évidemment, c'est difficile de circuler dessus pendant la réalisation. Donc là, on pourrait être sur la déviation Cyrus. Donc là, voilà, mais c'est 2 jours de réalisation hors aléa. Et je pense que c'en est fini pour Montesque. Ouais. Je vais donner le micro à Loïc pour le compte de la CCA Séville, qui pourra évoquer pour sa partie le dévoiement des réseaux et peut-être faire une petite aparté sur les travaux Pierre de Marca. Monsieur Brosse, si vous voulez intervenir. Non, pour l'instant, non, il n'y a pas de nécessité. Alors, juste le temps que Guillaume nous mette Google Maps. Concernant le pont, les enjeux pour nous, ce sont l'alimentation, effectivement, de la continuité de service. Donc, nous avons 2 conduites d'eau potable à dévoyer et une conduite d'eau usée en refoulement. Une des conduites d'eau potable est piquée sur, c'est-à-dire qu'elle est raccordée sur l'alimentation de Cerbère. Donc ces travaux-là se feront de nuit. Il y aura une coupure de nuit puisqu'on sera obligé de couper l'ensemble de la commune de Cerbère. Concernant la coupure en eau du Puy-Delmas, elle sera réalisée en journée et devrait durer seulement que quelques heures. Ces coupures auront lieu d'ici début décembre. On n'a pas encore les dates exactes, mais on commence à se diriger vers ces dates-là. En marge de ces travaux, à compter de janvier, nous allons réaliser des travaux de réfection de canalisation sur Pierre de Marca. Ce sont des travaux curatifs. Alors, vous connaissez le secteur, enfin, pour ceux qui habitent le secteur, vous connaissez la problématique. Voilà, vous avez bien résumé, ça casse tous les 15 jours. Ça fait longtemps qu'on souhaite intervenir sur cette rue, on a les financements. Et la problématique aujourd'hui, c'est que nous avons 2 canalisations, que ce soit la canalisation d'eau usée ou la canalisation d'eau potable, qui sont à proximité l'une de l'autre. Quand on intervient pour réparer l'une, on fragilise l'autre. Et c'est un peu un cycle sans fin. Donc, pour l'instant, on n'a pas de date clairement définie. On souhaite commencer, nous, dès le début du mois de janvier. Donc, l'emprise travaux irait de la jonction Pierre de Marca, avenue de la Fontaine, à Pierre de Marca, chemin du Mas-Guillaume. Voilà, c'est la partie la plus concernée par ces casses, par toutes ces casses. On ferait aussi des pénétrations dans les rues adjacentes.
C'est une première phase. C'est des chantiers qui vont être très coûteux. On commence 2026 par ces chantiers-là. Très certainement que sur les prochaines années, on va faire des demandes de financement, de subventions. On va essayer de remplacer un peu plus, de s'étendre un peu plus, notamment peut-être essayer d'aller chercher le secteur bas de Pierre de Marquin. Mais pour l'instant, on a une enveloppe assez restreinte, mais quand même conséquente, qui nous permet de traiter cette partie-là qui casse régulièrement et qui pose le plus de problèmes aujourd'hui. Oui. Alors, si on avait les moyens de changer toutes les canalisations, vous doutez qu'on changerait tout. Oui, oui, oui. On a, comme je vous dis, on est à l'étude. On a la problématique sur nos réseaux, notamment sur Banyuls. Ce sont des réseaux qui ont été posés à peu près tous à la même époque, c'est-à-dire l'après-guerre, les 30 glorieuses, ces années-là où l'impératif c'était d'assainir la ville avant tout. Donc on posait des tuyaux parce qu'il fallait raccorder, mais on ne regardait pas forcément le long terme. Là, ces canalisations arrivent toutes à un état de vieillissement assez conséquent tout en même temps. On a ce cas-là sur Banyuls, on a ce cas-là sur d'autres villes, sur d'autres communes de la communauté de communes. On a à peu près 650 km d'eau usée, 650 km d'eau potable à gérer. Et on considère qu'on a environ 30% de canalisation aujourd'hui dans cet état-là. Si on devait les changer toutes aujourd'hui, ce serait un billet sur la table de 200 millions d'euros. Donc autant vous dire qu'on est dans la gestion. Alors forcément, ce qu'on fait là, ce n'est pas l'idéal. On aimerait tout changer d'un coup, mais on avance. On refera un point, le cas échéant, suffisamment tôt en amont sur les travaux. On communiquera sur le desk, sur le plan de circulation, mais encore en phase d'étude. On va pouvoir passer aux questions. Si Jean-Michel tu veux également. Non. On est là pour répondre à vos questions. Merci pour votre présentation, mais concrètement, nous qui y vont tous les jours, enfin, ça serait bien qu'on ait un planning approximatif, parce que bon, vous nous avez montré des choses, mais même avec les lunettes, c'était compliqué, vous parliez de date. Donc, concrètement, ça serait bien qu'on ait un planning. Une fois que le pont sera fait, est-ce qu'il y aura toujours le parking à côté ? Si on pourra pratiquer le pont jusqu'en janvier, d'après ce que j'ai compris. Si jamais la voie sur berge est fermée, on devra prendre le Céris. D'accord. Mais obligatoirement, on a bien 3 jours de Céris déjà. C'est ce que vous nous avez dit. Donc, est-ce que la ville, quand même, va... Je l'ai emprunté, puisqu'on en avait entendu parler dernièrement. Il faut peut-être débroussailler, boucher quelques trous sur le Céris, le sécuriser, parce que pour les gens qui travaillent tard le soir, ça sera peut-être un peu compliqué. Voilà, moi pour pratiquer tous les jours, j'ai vraiment besoin de dates, même si elles sont approximatives et qu'on sait que les chantiers, quelquefois, ont du retard. Merci. Il y aura un planning qui sera beaucoup plus digeste que ce qu'on vous a présenté. Il sera disponible à la mairie et on le répartira dans les boîtes aux lettres depuis Delmas de manière à ce que chacun puisse prendre ses dispositions pour pouvoir passer cette épreuve. Je sais que c'est pas simple. Hein. Chaque fois qu'on fait des travaux, on est toujours en train de bousculer les habitudes, de bousculer les habitants. Et quand on vit dans un chantier, c'est vraiment pas simple. Donc, par avance, on s'en excuse. Mais si on veut refaire ce pont, il va falloir passer par là. Qui que ce soit, il va falloir à un moment qu'on vous embête un peu. Je pense que c'est pour le bien du Puy-Delmas. Quant au circuit du Ceris, c'est une bonne remarque dont Guillaume l'a pris en compte. Et très rapidement, on va aller de manière à sécuriser cette route. Et s'il faut mettre des plots pour que la nuit on voit mieux, etc., on va le faire. Voilà. L'idée, c'est d'arriver à avoir le moins de contraintes possible dans un chantier qui est quand même important, vous le notez, et sur lequel on va essayer d'accompagner, enfin on va pas essayer, on va vous accompagner
de manière à ce que les choses se passent le mieux possible. Voilà. Le pire qui peut nous arriver, c'est si on a un moment de fortes pluies que doit fermer Espoir Rabos. Là, ça posera un problème. Ça isolera pas complètement le puits d'Elmas, mais c'est une contrainte supplémentaire. Mais on ne peut pas faire autrement que de faire comme ça. Voilà. D'autres personnes veulent intervenir? Attendez, on va vous donner. Je passe mon micro parce que l'autre il ne marche pas. Oui, moi, pour emprunter là, comment ça s'appelle, le chemin du Cerise, est-ce que les camions ils peuvent passer là-bas? Je pense que oui, certains peuvent passer. Oui. Oui, non, parce que je pense. Les camions qui passent. Ah oui, bon voilà, non, c'était pour savoir juste pour les camions poubelles et les rouleurs et aussi il y a des livraisons. Évidemment, c'est trois. Après, c'est les moteurs de réseau qui sont fonctionnels par rapport au passer des autobus. On a déjà fait passer un camion toupie. Alors oui, il faut faire attention. Et après, ce qui va être limitant, c'est la hauteur en fait, parce qu'on a des traversées de réseau aérien qui sont relativement bas. Donc, mais le Ceris, encore une fois, je vous l'ai dit et je vous le redis, c'est sur la durée. 5 ou 6 mois, ça va être très peu impactant. Enfin, je veux dire, non, ce sera particulièrement lors des travaux d'enrobé qui vont nécessiter à un moment donné que, sauf cas d'inondation, montée de la baillerie. Voilà. Mais voilà, en dehors de ces cas-là, Espoir Rabos, et c'est la contrainte qu'on a imposée à l'entreprise, c'est de toujours laisser au moins en alternat Espoir Rabos, ou encore la départementale. La départementale, elle est du côté Banous, du pont. C'est la RD 86. C'est la Général de Gaulle, en fait. Tu vois? C'est une départementale. C'est la RD 86. Route départementale 86. Oui, bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier de la qualité des interventions. J'ai compris que la réunion d'aujourd'hui, c'était plus la présentation de la méthodologie, de la phase travaux. J'aurais voulu revenir un tout petit peu en amont pour essayer de bien comprendre la genèse du projet, parce que je crois qu'il n'y a pas eu tellement de concertation jusqu'à présent sur ce projet. Et moi, je vois que le projet est bien avancé, bien pensé, vous avez bien pris en compte les aspects architecturaux. Il en reste quand même que je suis un petit peu, moi je suis ingénieur ouvrage d'art, j'ai travaillé pendant 25 ans, et je reste un petit peu réservé sur le diagnostic qui a été fait du pont. Bon, je pense que ça doit être justifié. Bon. Mais est-ce que vous avez quand même étudié une solution de confortement de l'ouvrage? Voilà, j'aimerais bien savoir le montant, est-ce qu'il y a eu une étude là-dessus? Parce que pour moi, il n'était pas très critique en termes de tenue. Deuxième point, c'est des questions que je me pose sur l'impact, parce que c'est quand même un ouvrage qui est très structurant au niveau des déplacements. On va passer, est-ce qu'il y a eu une étude sur les déplacements? Parce que actuellement, l'ouvrage, il avait une fonction un petit peu déjà du signalement du village, mais aussi de filtre. C'est-à-dire qu'il limitait, par exemple, des touristes, des camping-cars, des camions à s'engager. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même des nouveaux trafics. Et si vous l'avez mis à 2 fois 2 voies, c'est aussi pour répondre certainement à un besoin. Moi, le besoin, il ne me paraît pas si... Alors, il y a eu des demandes, effectivement, parce que c'est une gêne dans la circulation, mais la gêne, elle sera encore plus importante sur la route après. Donc, est-ce qu'il y a eu cette analyse, cette approche? Et voilà. Alors, moi, je reviens un petit peu sur la genèse, désolé. J'ai bien compris que c'était plus sur la méthodologie. Mais comme c'est la première réunion qu'on a eue, c'est normal que je pense que tout le monde se pose ce type de questions. Sur le fait, pourquoi on refait ce pont? Donc, on nous a expliqué et on nous a démontré, moi je ne suis pas professionnel, je ne suis pas ingénieur, que ce pont il présentait quelques dangers d'effritement, etc. Et qu'il était
au bout de sa vie. En tout cas, il avait une espérance de vie qui était relativement courte. Voilà. Donc le sujet de dire on va le conforter, on va en faire un autre, on va faire quelque chose sur ce pont, pour moi ce pont, ça représente une coupure entre le Puy-Delmas et la ville de Bagnols-sur-Mer. Voilà. Ça représente une vraie coupure parce qu'on ne peut pas se croiser, parce qu'on n'y voit pas, parce que ça, ce quartier emblématique de Bagnols, il n'est pas ouvert, et parce que ça pose un problème de circulation sur la RD 89, c'est-à-dire l'avenue Général de Gaulle, où on a des voitures en attente, où on a des voitures qui sont sur le pont, où on a des embouteillages, où on a un jardin d'enfants avec un pump track. Et c'est un endroit qui est très fréquenté, malgré ce qu'on croit, et dont il me paraissait important de fluidifier la circulation sur ce tronçon-là. Vous me dites qu'il ne faut pas qu'il y ait de camping-cars qui passent dessus, je pense qu'il n'y en aura pas plus. Peut-être quelques habitants du Puy-Delmas qui ont des camping-cars, ils continueront à y passer, mais je ne vois pas l'intérêt de quelqu'un de monter un camping-car au Puy-Delmas. En tout cas, à la limite, on le fera en concertation, mais on peut limiter ce genre ou en tout cas inciter les gens qui ont des camping-cars à ne pas venir. Le pont, il a aussi un autre intérêt, c'est qu'on a un parking plage centrale, on l'a dit, qui est peu fréquenté, et l'accès principal de ce parking, il est par le pont. C'est-à-dire que si on veut, si ce parking, les gens qui veulent aller se garer à ce parking, ils vont pas au Puy-Delmas, ils passent par le pont. Et donc, ils passent et ils repassent par le pont. Donc, ils créent à un moment, il y a un flux de voitures supplémentaires qui arrive et qui est très préjudiciable. Il y a la maison des jeunes qui est à côté, voilà. Donc quand on parle de manque de concertation ou qu'on ne savait pas, ça fait au moins 50 ans qu'on en parle du pont du Puy. Donc les gens qui disent que c'est pas voulu, qu'on n'est pas au courant, moi je veux bien. Sans faire de politique, si vous reprenez le programme que nous avons émis en 2020, il y était dessus. Voilà. Donc ce pont, il est arrivé à maturité. Chaque fois que j'en parle, les gens me disent oui, il faut le faire. Je fais des réunions de quartier, j'en fais une par an au Puy-Delmas. Il n'y a pas une réunion de quartier, pas une personne qui m'a dit non, nous on est contre le pont. Hein. Nous on veut rester tranquille, on est contre le pont. Donc je pense qu'en concertation, on sait la mener. Je sais la mener, j'y discute longuement avec les gens du Puy-Delmas, les personnes qui habitent au Puy-Delmas, et c'est souhaité. Et je vais vous dire quelque chose qui m'a étonné. Quand j'ai fait le discours de la fête de Bagnols, et j'ai parlé du pont du Puy-Delmas, et en plein discours, d'habitude, les gens attendent la fin, il y a beaucoup de personnes qui étaient du Puy-Delmas qui ont applaudi. Donc je pense que ce pont, il est désiré, il est voulu par les gens du Puy-Delmas, et je crois que c'est un soulagement pour ces personnes. Après, ça n'augmentera pas le trafic qu'il y a au Puy-Delmas, et je le dis avant, parce qu'on nous prête toujours, ou on me prête toujours des attentions, il n'y aura pas de construction supplémentaire au Puy-Delmas. Donc on ne fait pas un pont pour pouvoir urbaniser le Puy-Delmas, pas du tout. On fait un pont pour les habitants du Puy-Delmas, pour qu'ils puissent rentrer chez eux normalement, dignement. Et ce pont, quand vous dites qu'il faut le rafistoler, il faut etc., c'est un pont suspendu, vous le savez mieux que moi, vous êtes ingénieur, et ce pont, on ne peut pas casser le haut. Donc ça veut dire qu'on n'y voit rien. Et quand on arrive, on ne voit pas s'il y a quelqu'un dessus. Et c'est toujours une zone de conflit. Toujours une zone de conflit. Voilà. Et donc moi je pense qu'on doit le faire. On doit le faire parce qu'on a les budgets pour le faire. Donc je le dis aussi, clairement, on a les moyens de nos ambitions et de nos investissements, et il est temps de le faire. Voilà. Donc on a passé les étapes de toutes les études, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Monsieur peut-être répondra après sur les études environnementales, parce que c'est intéressant qu'il puisse en parler. On a passé la discussion des fois animée à la communauté des communes, parce que vous imaginez, monsieur l'a très bien expliqué, qu'on est 15 communes et que toutes les communes ont des besoins de refaire des réseaux, etc. etc. Donc, on a aussi passé le cap de dire il faut absolument qu'on intervienne. Et je suis allé, avec mon ami Guy Vinot, grappiller quelques budgets pour qu'on puisse les mettre sur le pont du Puy-Delmas. Je sais qu'à un moment, c'était pas dans l'air du temps, mais on a réussi à passer cette épreuve. Voilà, on est prêt. On est prêt, on a l'argent, on a le budget. On le fait ou on ne le fait pas? Bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr qu'il faut le faire. D'autres personnes veulent intervenir? Non, juste une question. Sandrine avait posé la question du devenir du petit parking. Qu'adviendra-t-il? Merci. Alors, il y a un vrai sujet par rapport à la fontaine des Encantadas.
la fontaine des fées, les incantades, c'est peut-être pas la traduction des fées, les fées c'est plutôt autre chose, mais bon, peu importe. Mais il y a un vrai sujet là-dessus, dont l'architecte des bâtiments de France nous a extrêmement contraints, de manière à ce qu'on garde cette fontaine, dont la volonté était de le garder, et l'architecte des bâtiments de France a dit il faut la garder, et je vais vous donner les mesures nécessaires pour qu'on la garde et qu'on la mette en valeur. Donc cette fontaine sera mise en valeur, et le parking aussi. Voilà, le parking sera conservé, il sera paysagé certainement, mais sûrement, voilà, de manière à ce qu'on ait un environnement sympa. On n'est pas là-bas en train de faire quelque chose de moche. On est en train de faire un pont qui sera, vous le voyez, il est pas transparent, mais moi je trouve qu'il y a une belle intégration dans le paysage, il n'est pas massif, voilà, et il respecte l'environnement, et il respecte la fontaine, le micoucoulier. L'arbre dont on parle, ça a été une grande question. Est-ce qu'on coupe le micoucoulier ou pas? Non, on ne coupe pas le micoucoulier. Voilà. Donc on l'intègre dans le projet de manière à le garder. Donc on est très attaché à garder l'environnement et à garder un environnement de qualité autour de ce pont, autour de cet ouvrage. Voilà. Merci, monsieur le maire. Donc, bonjour, je me présente. Donc, moi, je suis historienne et je suis spécialiste donc, de tout ce qui est histoire de Banyuls. Et justement, moi, c'est la fontaine qui m'intéresse. Alors, donc, est-ce que ce serait possible qu'on puisse avoir le projet? Et sur quels critères vous allez vous baser? Parce que l'architecte des bâtiments de France, il fait son métier, mais il n'est pas historien, il est architecte. Et cette fontaine, c'est la base du Puy-Delmas. Sans cette fontaine, pas de hameau du Puy-Delmas qui se crée, on va dire, aux alentours des années 1680. Donc c'est ça aussi l'importance de ce projet, c'est justement sa capacité à pouvoir intégrer l'histoire de la commune. Et pas l'intégrer pour en faire un panneau publicitaire, l'intégrer pour le rendre banyolais, ce qui est un petit peu différent. Merci, monsieur le maire. Donc si on pouvait avoir cette étude d'impact et cette étude architecturale, paysagère, ce serait intéressant. Merci, monsieur le maire. Oui, vous l'aurez. Vous savez que la période, elle est ce qu'elle est. Donc, on est rentré dans une période de réserve par rapport aux élections qui vont arriver. Mais je demanderai à Guillaume de nous faire non pas une réunion, parce que je vais le faire quand on va dans les boîtes aux lettres pour disposition, un topo sur la fontaine. Mais je pense qu'il y a eu un soin particulier pour que cette fontaine soit restituée et restée dans ce qu'elle est. Voilà. Je comprends, mais un topo c'est un peu court quand même. Ah, écoutez, après, non, parce que, non, pardon, hein, mais si jamais c'est pour nous faire trois paragraphes, pardon, mais non, quoi. On veut une vraie étude d'impact. Mais elle y est l'étude d'impact, voilà, elle y est. C'est ce que vous aurez, elle y est l'étude d'impact. Elle existe, elle y est, et elle est aussi, je l'ai expliqué, pour le parking. Il n'y a pas que la fontaine, il y a la fontaine et son environnement. Parce que si on faisait que la fontaine, ça n'a pas de sens. Il y a la fontaine, le micoucoulier, le trottoir qui va passer, la petite placette et le parking. Tout ça va être intégré dans un projet très sympa. Voilà, bon, moi j'ai l'appelé je suis à Banyuls depuis 1968. Et depuis 1968, à toutes les municipalités qui sont installées, je leur dis, quand est-ce que vous enlevez cette merde, c'est toujours rien là. Et encore, il n'y a pas encore un secrétaire qui m'a dit, ouais, mais c'est compliqué, etc. Bon, alors pour moi, c'est un truc que je me disais, je ne le verrai jamais, c'est trop compliqué. Et maintenant que vous avez présenté le truc, c'est pas compliqué du tout, techniquement, c'est rien à faire. Je pensais que c'était un gros travail, un gros truc. Avec les problèmes de réseau, les problèmes d'environnement et tout, ça c'est un vrai problème. Donc, pour moi, je suis bien content que ça se passe, et encore une fois, je te félicite. Je voudrais parler à madame. Moi, je ne suis pas historien, mais j'étais directeur du GICB. Ah, c'est vous les templaires? Oui. Et je vais te dire. On va être amis alors. Je vais te dire. Non, tu me laisses parler, s'il te plaît. Quand je suis arrivé à Banyuls, c'était en 1968, c'est quand il y avait eu la révolution, et qu'on avait lié le docteur Parcier. À ce moment-là, moi, j'ai récupéré toutes les archives du docteur Parcier.
Et parce que Passy avait mandaté Fernand Villard, qui était un historien, qui avait publié plein de bouquins, hein, et j'ai récupéré toutes les archives du docteur Passy. Bon, là-dessus, il parlait de plein de choses. Et ce qui s'est passé, c'est que ces archives, je les ai perdues. Parce que quand on a vendu les locaux de Port-Vendre, j'avais tout classé à Port-Vendre, quand on a vendu, qu'on a déménagé, c'est moi qui gérais le déménagement, et j'avais mis ces dossiers dans mon bureau. Et c'était moi qui gérais directement le déménagement. Et mon bureau, c'est le dernier qui l'a déménagé. Il y avait un truc, c'était des vieux trucs, il m'a tout foutu à la poubelle. Alors j'ai gardé que des trucs importants, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai lu plein de trucs sur l'histoire de Bayous. J'ai jamais lu une histoire qui dit que le Puigdemont a été créé en 1600 et quelques. Parce qu'avant, Bayous n'existait pas. C'était des marécages. Il y avait le Cap d'Oulin et il y avait le Puigdemont. Non, mais vous avez occupé l'espace et permettez-moi de dire qu'il faut faire attention quand on affirme des choses, parce que tout n'est pas si simple que ça. À l'époque, Bayous, les premières choses, les premières maisons, c'était le Puigdemont et Cap d'Oulin. Et en bas, le place, il y a des marécages, madame. Mais les abeilles, c'était des masses. Bon, allez, vous faites le désir. Attendez. Donc, on sait que du sujet, on n'est pas sur une réunion historique, on est simplement sur une réunion, je le rappelle, de réflexion, de réhabilitation, de reconstruction du pont du Puy-de-Dôme, avec tout son environnement, et sur lequel on prendra les précautions nécessaires pour le garder comme tel. Merci, monsieur le maire. Je voudrais revenir sur les objectifs de cette réflexion. Ce n'est pas simplement une branche technique, mais a priori, ça dépasse largement une meilleure essai plus belle masse. Les deux objectifs principaux de cette opération, c'est de permettre l'opération Sud-Joliet-Curie. Donc une opération sur 6,5 hectares, qui est comprise, pour ceux qui ne savent pas exactement où elle est, entre la rue Joliet-Curie et la voie de chemin de fer. Donc c'est une opération de 6,5 hectares, 120 logements, des activités, des hôtels, tout ça est expliqué dans le pays. L'autre vocation de ce plan, c'est aussi d'amorcer la logique inscrite dans le PLU d'un contournement du front de mer en créant de nouvelles voies à l'intérieur. Et la plupart de ces voies passeront au pont de Puy-de-Dôme. Si on en croit le PLU qui a voté par M. le maire, fait adopter par M. le maire en 2018. Donc, si vous me permettez, je vais vous lire quelques extraits du PLU qui appuie ce que je viens de dire, parce que c'est pas moi qui le rends, je ne fais que simplement retranscrire ce qu'on peut lire dans le PLU. Donc, le PLU, pour que chacun puisse le comprendre, c'est le plan local d'urbanisme qui est composé de plusieurs documents, et en particulier des documents qu'on dit opposables, c'est-à-dire qui s'imposent à n'importe qui, et notamment la commune. Donc, parmi ces documents, il y a le PADD, ce qu'on appelle le PADD, le plan d'aménagement du territoire d'un. Il y a également un autre document qui s'appelle les orientations d'aménagement et de programmation. Donc, page 32 du PADD, on peut dire à propos de cette opération Sud-Joliet-Curie, j'ouvre les guillemets, les secteurs de développement à vocation mixte, ça veut dire activité et logement, ont été identifiés sur la récurrence de la Baillerie. Ces secteurs doivent être cependant étudiés finement de manière à bien coordonner leur aménagement à l'amélioration de la desserte de cette rive de la Baillerie. Page 11 de l'OAP.
Donc, orientation d'aménagement et de programmation. L'apport de nouveaux habitants sur la rive droite de la Baillerie doit se réaliser avec l'appui d'investissements importants. Le pont du Puy des Masses, c'est quand même 2 millions d'euros. Oui, je viens en fait. Il me semble important de donner même cet éclairage. C'est pas simplement un outil technique, c'est que derrière, il y a un projet pour la commune qui me semble important de rappeler aux administrés dont je suis, dans la mesure où cette opération aura quand même un impact important sur les finances usagers. Donc, page 11 de l'OAT, l'apport de nouveaux habitants sur la rive droite de la Baillerie doit se réaliser avec l'appui d'investissements importants, notamment en termes d'accès et de sécurisation en termes d'accès et de sécurisation. Ça, c'est le point de la Baillerie. Page 13, obligation de réalisation d'ouvrages bières permettant d'évacuer le quartier sud-Joliot-Curie au moment de forts épisodes pluvieux. Cette évacuation, telle qu'elle est envisagée dans le PLU actuel, elle se fait par une nouvelle voie qui montrait au fond de la rue Joliot-Curie, qui montrait dans les villes, on ne sait pas trop comment, qui arriverait rue Arnold Chaton, Édouard Chaton, et qui aboutirait à l'entrée sud de la commune. À conserver le contrôlement du front de mer, ça c'est aussi un élément essentiel, parce que tout ça. Chacun a pu s'exprimer, je m'excuse. Personne n'a été interrompu et il n'y a aucune raison que je le sois plus que d'autres personnes. Surtout quand il y a des éléments aussi importants que ceux que je rappelle aujourd'hui et qui n'ont pas été rappelés en introduction de cet exposé, et c'est bien dommage. Vous dites n'importe quoi, monsieur. Vous êtes contre tout. Non, je ne suis pas contre tout. Je ne suis pas contre tout. Mais non. Donc, ce que prévoit le CRD, vous permettez, monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Donc, si vous permettez, donc dans le PADD, il est prévu une nouvelle voie qui partirait de l'entrée nord de la commune, qui longe la voie ferrée, qui passe devant la gare, qui passe devant Bartissol et qui arrive sur l'avenue du Général de Gaulle. Eh bien, très bien. Vous êtes au courant, les autres ne sont pas au courant. C'est très bien. Donc, et qui arrive sur la D86 qu'on a évoqué tout à l'heure, juste à proximité du pont du Delmas. L'autre qui est envisagé, c'est comme je l'ai dit, du sud, passe à travers la rue de Curie et on arrive au pont du Delmas. Voilà. Donc, les objets premiers de cette opération, c'est des projets véritablement structurants de la commune, contrairement à ce qu'on nous dit. Et il me semblerait normal, alors qu'on est quand même à 6 mois des élections, que ce type de projet extrêmement structurant pour l'avenir de la commune soit mis, non pas engagé, mais mis en débat par rapport au timeline et par rapport aux conséquences que ces projets ont. Oui, vous allez répondre, vous allez répondre. Je finis mon propos, et vous allez répondre. Je finis mon propos et vous allez répondre. Donc, il y a 2 millions d'euros en jeu, minimum. C'est-à-dire que ce type d'ouvrage extrêmement complexe, parce que c'est pas évident, on est en zone rouge du plan de prévention des risques naturels, pour risque de crue. On est à côté d'un ouvrage d'art de la SNCF, on est quand même dans un environnement complexe. Et ce type d'ouvrage génère des surcoûts. Donc on effacera près d'environ 2 millions d'euros. Voilà. Donc peut-être qu'un débat sur est-il pertinent de lancer aujourd'hui un tel projet alors qu'on n'a pas de plan de circulation. Vous n'avez pas répondu, monsieur le maire. Vous avez pas répondu, monsieur le maire, sur lequel il y a une voie de circulation. Est-ce qu'il y a une étude de circulation de fait par rapport à l'ensemble de ces projets? Voilà, première question. Deuxième question, est-ce que la commune a fait son plan local de déplacement comme le prévoit le SCOT? Et ça depuis 2014, qui nous permet d'avoir une vision globale de la circulation sur la commune. Président, alors moi je tiens à remercier ce monsieur qui n'a dit que des mensonges. Et que le système va faire le PLU, bien sûr, on l'a dit, monsieur,
Non, mais monsieur, vous pestiez quand vous vous interrompiez. Mais non, pas du tout. Vous l'avez élaboré. Pas du tout. On est dans une réunion d'information et c'est une réunion. Alors, on va faire une réunion sur le PMU si vous voulez, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non, parce que vous parlez. Non, vous voulez continuer, on va s'en aller, et vous aurez raison. Donc, s'il vous plaît. D'accord? Donc, vous êtes en train de parler du PMU. La zone que parle ce monsieur, c'est la zone au-dessus du point jeune et tout le ranch, qui est classée en zone A aménagée. A aménagée. Pas aménagée, A aménagée. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a la loi Hazan qui est en train qui prend forme, qui est sur la non-imperméabilisation des sols. Ça veut dire que cette loi va contraindre les constructions sur la ville. Le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, va reprendre les directives de la loi Hazan. La loi Hazan, elle dit des choses très simples. Elle dit, vous avez construit ce que vous avez construit dans les 10 dernières années, vous allez faire un taux d'effort négatif, pas positif, et vous allez pouvoir reconstruire 56% de moins. Donc ça veut dire que le périmètre des constructions à Bagnols-sur-Mer va se restreindre considérablement. Donc quand vous êtes en train d'élucubrer en disant qu'on va mettre un hôtel, des constructions, etc., c'est absolument faux. Mais vous êtes au courant de rien, c'est absolument faux. Je vous invite à consulter. Le SCOT va rentrer en révision maintenant, et nous allons entamer la révision du PMU en début d'année, voilà, qui va reprendre, qui est obligé, qui a l'obligation d'être en conformité avec le SCOT. Donc le PMU que nous allons voter n'a rien à voir avec celui qui est là maintenant. Donc de faire des élucubrations en disant danger, faire report aux gens, on va construire des immeubles, on va bétonner, mais c'est des mensonges. C'est des mensonges, monsieur. Vous êtes en train, la dernière fois, on avait fait le cours sur une autre réunion, vous lisez un texte, vous l'interprétez à votre façon. Vous me faites penser à toutes ces personnes, souvent de bonne foi, je ne suis pas sûr que la vôtre soit de bonne foi, qui quand ils lisent un truc sur Internet, ils l'interprètent à leur façon, et ça devient force de l'eau. Ce n'est pas vrai ce que vous racontez. Ce n'est pas vrai. Il restera peut-être à Bagnols, peut-être il restera entre 5, 6, 7 hectares à construire. Donc tout ce que vous racontez, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera. Non, ça n'arrivera pas. Que ce soit Soleil, Tartampion, quel que soit le prochain maire, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Donc arrêtez de faire report aux gens, arrêtez de raconter, de porter la mauvaise parole, pas la bonne parole, la mauvaise parole pour dénigrer les gens. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Ce n'est pas vrai. Et ensuite, vous êtes en train de vous présenter comme le sauveur de l'environnement, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire là, etc., comme si on n'avait pas le droit non plus de se dire de la faire évoluer et de la rendre plus attractive. Et je n'ai pas de leçon à recevoir sur ce qu'on me raconte, l'amour de la ville. Moi, j'y suis né ici. Ah, mes parents, ils sont enterrés. Mes enfants, mes amis, ils travaillent. Donc, je suppose, peut-être, je n'aime pas moins Bagnols que vous. Donc, à vouloir me donner des leçons de morale comme ça, franchement, c'est très décevant. Donc, on ne va pas continuer sur la réunion du SCOT. Voilà. L'aménagement de ce qu'on appelle la commune, donc ça s'appelle. Ah, le nom en tête, c'est peu important. Tout ce qui est la colline derrière le pige, et qui va jusqu'au cimetière de la Rote, elle ne se construira. Elle ne se construira jamais. Donc arrêtez de dire qu'on fait un pont pour construire ce rivière. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Vous êtes contre qu'on fasse le pont. Les gens du Puy-de-Dôme, ils n'ont pas le droit d'arriver chez eux. Il faut qu'ils passent par un truc étranglé, là, faisez attention, en s'engueulant les uns avec les autres. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Vous dites que ça va coûter plus de 2 millions. Qu'est-ce que vous en savez? Non, c'est 1,5 million. Qu'est-ce que vous en savez si ça va coûter 2 millions? Vous balancez, vous balancez des chiffres. Non, monsieur, les bureaux d'études, vous non, le bureau d'études vous a dit, monsieur, non, le bureau d'études vous a dit que ça coûte 1,5 million. Ça est 1,2 million hors taxe. Ça ne part pas 2 millions d'euros. Il y a 800 000 euros. Plus les bureaux d'études, ça fait 1 750 000. Donc on a bien compris que vous êtes contre tout, vous êtes contre le produit du Delmas, on le demande. J'espère que vous serez candidat, comme ça on verra le nombre de supporters que vous aurez. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir à condition qu'on parle du pont? Si vous voulez me parler de l'eau, il n'en est même pas question. Vous parlez des lotissements, je ne répondrai pas, je vous le dis avant. Oui, bonsoir.
j'ai compris qu'il y aurait beaucoup plus de circulation sur la route Espoir-Ramos, etc. Vous parlez de faire une voie cycliste. Or, moi je ne vois pas l'inconvénient, sauf qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de trottoir pour les piétons, et que je trouve ça très dangereux lorsqu'il y a deux voitures qui se croisent. Je prends la route très souvent, et notamment de nuit. C'est un lieu très dangereux parce qu'on ne peut pas, le piéton ou le vélo et deux voitures se croisent, c'est pas possible. Je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de circulation, parce qu'on empêche le conducteur de masque, la route est pas les Et bon, j'ai du mal à suivre votre raisonnement. Effectivement, la rue Espoir-Ramos, elle a besoin qu'on la sécurise, notamment pour les piétons, et notamment par rapport au parking qu'il y a, et ça sera fait. Donc, moi je vous donne raison là-dessus. On fera les efforts nécessaires en concertation. On avait déjà un petit projet de mobilité, un plan de mobilité sur la ville. Je ne vais pas en parler plus maintenant, parce que je répète, on est en réserve électorale et je ne suis pas là pour faire ma campagne électorale. Je la ferai, ne tracassez pas. Mais là-dessus, il n'y aura pas plus de monde qui passera sur le pont, parce que le pont est un double pont. Elle passera plus facilement. Voilà. Je ne vois pas pourquoi les gens passent sur le pont parce qu'il y a un double pont. Moi, je ne vais pas passer sur le pont parce qu'il y a un double pont. Voilà. C'est pas ça qui me motive. Moi, ce qui me motive, c'est de rentrer chez moi, d'être en sécurité, etc. Voilà. Non, c'est bien, monsieur. C'est bien. Moi j'ai une question pour revenir s'il vous plaît juste à la fontaine. J'y suis passé tout à l'heure pour voir un peu à quoi ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On a des jolis dessins anciens, elle a un peu changé. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Alors, c'est ma question. Elle va rester sans eau ou avec de l'eau ce fontaine, monsieur le maire? Je parle pas d'eau, je parle de la prochaine. Non, mais la fontaine, j'ai Michel qui me dit que ça fait au moins 40 ans qu'il n'y a pas d'eau. Pas parce qu'on fait le pont qu'elle n'aura pas. Après, si c'est nécessaire qu'il y ait de l'eau, pourquoi pas. Si j'ai une demande en me disant oui, on veut de l'eau à la fontaine, pourquoi pas. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de l'eau à la fontaine. Voilà. Et ça fait 30 ans, 50 ans, mais c'est pour rien. Voilà. Pardon? Allez, d'autres personnes veulent intervenir. Qui veut intervenir? Ouais, je voulais dire, je suis venu pour le pont, parce qu'on habite le pont du Puy-Delmas, on est à côté, on a été inondé, on n'est pas les seuls. Voilà, et on voit bien comment ça se passe au niveau du pont, et c'est réellement quelque chose à faire. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, j'aurais voulu savoir aussi le parking derrière, la fontaine, très bien. Et savoir d'ailleurs si ce parking sera payant, puisque vous allez l'aménager ou pas. Et le reste, c'est vrai que l'été, notamment, il y a beaucoup plus de voitures qui passent par là, d'autant plus quand les gens reviennent d'Espagne. Il y a tous ces jeunes ou tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui savent qu'il y a un moyen de contourner Banyuls. Donc à ce niveau-là, il y aura plus de voitures, c'est sûr. Mais au niveau du pont, voilà, moi j'aime ça. Et quand on parle d'environnement, on sait qu'on risque l'inondation et là, on risque les accidents. Alors autant éviter les accidents. Hein. Alors les inondations, je vais pas m'engager parce que c'est un vaste débat. On ne va pas le mener maintenant. La sécurité du pont, je pense qu'elle sera assurée. Voilà. Les alentours seront traités avec discernement et de manière à préserver l'environnement. Il n'y a aucun souci là-dessus. On n'a pas les slides là, mais on aura l'occasion d'en parler. Je rappelle que le but de ce réunion, c'est une réunion d'information pour vous dire on va faire le pont, on commence au mois de novembre, on va le casser au mois de janvier. On va ouvrir des routes pour que vous puissiez circuler. Voilà. On espère tous, on croise les doigts pour pas qu'il y ait d'inondation, pour que la route Espoir-Ramos
soit toujours ouverte. On a une solution par la route du Cerise qui n'est pas idéale, j'entends, donc on fera ce qu'il faut pour le rendre non pas idéal, mais au moins plus sécuritaire. Voilà, après, des travaux, mesdames, messieurs, ça va poser des contraintes. Je n'ai pas fait un travail dans Bagnols, je sais si j'en ai fait quand même, c'est peut-être ce qui m'est le plus reproché. Mais les travaux que j'en ai fait à Bagnols, ça a posé des contraintes aux commerçants, ça a posé des contraintes aux riverains, ça a posé des contraintes de stationnement, vous les aurez. Sauf les commerçants, parce qu'il n'y a pas de commerce malheureusement là-bas, mais vous aurez des contraintes, bien sûr. Et par avance, je m'en excuse. Mais sinon, on ne fait pas le pont. Et je crois que la majorité des personnes que je consulte me disent, et vous l'avez dit tout à l'heure dans cette salle, il faut faire le pont. Dans le pont, on va le faire. Pour le confort des gens de Bagnols, pour le confort des gens du Puy-de-Dôme. On a fait des travaux au Cameroun, on a fait des travaux dans tout un tas de rues, de routes et de trottoirs dans Bagnols. Donc, moi je pense que les gens du Puy-de-Dôme, ils méritent qu'on mette 1,5 million. Et si c'est 2 millions, eh bien, je ne les regretterai pas, monsieur. Ça me fera plaisir de mettre un peu plus pour les gens du Puy-de-Dôme. Je vous remercie.